Bienvenue dans ce débat. Aujourd'hui, nous faisons halte dans la plus petite commune de la région bruxelloise, Saint-Josse. Vous allez le voir tout de suite sur la carte. Elle compte à peine un peu plus d'1 km², 114 hectares. C'est aussi une commune densément peuplée. Au 1er janvier 2018, un peu plus de 27 000 personnes y habitaient. Depuis les dernières élections, c'est le socialiste Emir Kir qui est à la tête de la commune. Il la gère avec le CDH. Dans l'opposition, on retrouve Ecolo Groen, le MR qui en 2012 s'est présenté sous l'appellation les Bleus de Saint-Josse et des Indépendants. 4 invités ce soir sur notre plateau pour débattre des enjeux de ce scrutin. Avant de leur donner la parole, un petit détour place Saint-Josse où notre bus stationnait toute la journée. C'est là que Michel Gaillard a tenté de savoir ce que les habitants pensaient de leur commune. La moitié des personnes rencontrées ici à Saint-Josse-de-Note nous ont dit craindre par moment pour leur sécurité, le soir ou même en journée dans les parcs. Elles se plaignent des personnes sous influence ou des divers trafics qui ont lieu parfois en pleine journée. Il y a des questions qui divisent, comme les carrés des prostituées. Certains habitants nous disent que cela ne leur pose aucun problème, mais il y a aussi cette mère de famille qui nous évoque son fils de 7 ans qui commence à lui poser des questions. Que voulez-vous que je lui dise ? Il y a des mesures qui sont appréciées, notamment celles qui permettent d'envoyer les voitures ailleurs que sur le territoire de la commune, rendre plus de place aux piétons et aux cyclistes. Saint-Josse apparaît toujours comme un aspirateur à voitures. À ce sujet, plusieurs riverains nous ont dit manquer de place de parking lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Et puis il y a la question de la propreté. Les tournées des balayeurs sont vues et appréciées, mais il y a apparemment toujours beaucoup trop d'incivilité. Voilà, place à la parole des candidats. Maintenant, c'est un tirage au sort qui détermine la première prise de parole. Et c'est vous, Geoffroy Clerks, qui avez décroché le numéro 1. Vous êtes tête de liste MR Open VLD. Je voudrais commencer par le climat de campagne. Alors, on dit généralement que cette fois-ci, le climat est plutôt calme dans les communes. C'est pas le cas à Saint-Josse, où l'on parle d'un climat délétère. Très concrètement, comment la vivez-vous, cette campagne à Saint-Josse ? Cette campagne a été... on ne peut pas se le cacher, très difficile. C'est ma 4e campagne à Saint-Josse et c'est la plus violente. On a eu vraiment des attaques importantes sur plusieurs de nos candidats. Par des personnes de la majorité, enfin plutôt de la liste du bourgmestre, des pressions sur des candidats, sur leurs familles, sur des commerçants. Donc je ne pensais pas qu'à Bruxelles, en plein cœur de la capitale de l'Europe, c'était possible. Une campagne communale est souvent assez mouvementée, mais là, je pense qu'on a dépassé certaines bornes. Et voilà, j'espère que ça n'en restera pas là. Et qu'il y aura des conséquences à tout cela. Alors Emir Kir, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. Vous entendez ces critiques qui mettent en cause certains membres de votre liste ou proches de votre liste sur des pressions qui sont menées. Votre réponse à cela ? Je dirais que quand on n'a plus rien à proposer aux gens, quand on n'a pas de programme, quand on n'a pas d'arguments pour aller faire campagne, il est plus facile de se poser en victime. Et donc j'invite tout qui est candidat, qui aurait des problèmes, à aller porter plainte. Vous savez, quand vous portez des accusations graves, telles que je suis intimidé, je suis menacé, on n'est quand même pas en Patagonie ici. On peut quand même aller à la police. Donc il n'y a pas de pression. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de tout le temps jeter un écran de fumée devant cette campagne électorale. Nous, quand on va vers l'électeur, le citoyen, on parle de nos projets. Et je pense qu'il faut d'abord et avant tout aller avec ses arguments. Mais ici, je vois que depuis le début de la campagne, on essaye de se poser en victime. Et finalement, j'ai très peu vu de discussion sur le fond. Alors, Éric Jassin, bonsoir. Vous êtes tête de liste CDH plus indépendant. Vous êtes dans la majorité, donc avec la liste du bourgmestre. Vous la ressentez aussi, cette violence, vous, ou de manière différente ? Certainement pas d'une manière différente. Moi, je ne la ressens pas du tout pour répondre très exactement à votre question. Donc, pour nous, la campagne se passe d'une manière tout à fait sereine. Les candidats, chez nous, en tout cas, n'ont pas subi de pression. Et voilà, on est en ordre de bataille, 29 candidats sur la liste. Et à l'heure actuelle, nous ne devons pas nous plaindre de quelque pression que ce soit. Zoé Jonot, bonsoir. Vous êtes tête de liste Ecolo Groen. Alors, c'est vous qui avez lancé ces accusations de pression. C'est votre coprésident dans une émission télévisée qui parlait de faits très très graves et l'on vous rétorque qu'il n'y a jamais eu de plainte déposée par rapport à ce type de pression. Mais soyons clairs,
pour avoir des plaintes, il faut qu'il y ait des éléments pénalement condamnables. Et c'était vraiment quelque chose de diffus. Donc, par exemple, notre candidat a été invité par M. Kir à discuter pendant 4h30 pour lui expliquer qu'il ne devait pas se présenter sur notre liste. C'est déjà très particulier. Est-ce que vous avez vu d'autres communes, est-ce que vous connaissez d'autres partis qui invitent les candidats des autres listes pour leur dire de ne pas se présenter? C'est assez insidieux. Son père, son grand-père, à qui on explique que se présenter sur une autre liste, c'est être anti-turc. Son père, son grand-père, à qui on dit s'il va chez les écolos, il va devenir homosexuel. Et on voit aussi des articles de journaux en turc distribués qui expliquent que je déteste les Turcs et la Turquie, qui expliquent que voter pour moi, c'est vraiment faire une trahison. Ce n'est pas une campagne normale. Quand des commerçants nous disent on a dû retirer vos affiches parce qu'on nous a bien fait comprendre qu'on allait avoir des contrôles d'urbanisme, des contrôles de police, alors que ces commerçants sont même parfois de la famille de nos candidats et qui n'osent pas afficher d'affiches vertes, c'est problématique. Alors voilà des accusations très graves portées contre vous sur ce candidat que vous auriez reçu dans votre bureau pour le dissuader de se présenter sur une liste écolo. En fait, c'est quand même assez pathétique. C'est déplorable. Donc j'ai dit au coprésident du parti écolo de faire la preuve de leurs accusations. Et quand on écoute Mme Genot, on voit bien qu'il n'y a rien, c'est du vent. Mais on continue tout le temps à faire de l'enfumage. Je vous ai déjà répondu dans un autre quotidien que j'ai rencontré l'intéressé à sa demande, avec un témoin. J'ai un témoin qui était présent lors de cet entretien. À aucun moment il n'y a eu quelconque forme d'intimidation. D'ailleurs, l'intéressé... Donc vous n'avez jamais fait pression pour que des personnes se retirent de liste. Vos candidats n'ont jamais fait pression pour qu'on ne mette pas des affiches d'autres partis que le vôtre. Écoutez, regardez ma commune, il y a des affiches de toutes les couleurs, un peu partout. Maintenant, j'ai envie de leur dire ceci. Nous avons été présents pendant 6 ans sur le terrain, lors des braderies, lors des événements. Encore samedi, nous étions à la commémoration. Vous étiez où ? Vous étiez où pour la commémoration des morts? Et c'était comme ça pendant 6 ans. Et donc pendant 6 ans, nous avons été présents sur le terrain. Et j'invite nos adversaires à être présents avec les habitants. Vous savez, quand vous venez à la dernière minute et que vous demandez le soutien, ce n'est pas simple. Donc ce que j'invite, c'est à chacun d'abord à venir avec des faits qui sont avérés. Quand on pose des accusations graves comme celle-là, j'invite les accusateurs à en faire la preuve. Mais il faut arrêter avec tout ça. Si vous n'avez rien, arrêtez. Si vous avez des choses contre quelqu'un, allez jusqu'au bout de vos actions. Monsieur Clercq. Oui, juste pour dire ceci, ce n'est pas facile pour certaines personnes de porter plainte contre un homme aussi puissant que le bourgmestre, qui est parfois l'employeur de la personne. Donc, franchement, vous savez que j'ai eu un candidat, membre du MR, qui s'est retiré de la liste au mois d'août parce que son père avait été approché et il n'a jamais voulu me dire ce qui s'était passé. Donc, un membre du MR, c'est quand même fort. J'ai un autre candidat, on a dû vraiment le protéger, l'encadrer. Il a aussi été convoqué chez le bourgmestre. Son épouse, qui travaille à la commune, a aussi été convoquée. Et donc, est-ce que vous pensez vraiment que ces gens vont oser porter plainte contre vous? D'autant plus qu'il faut évidemment le prouver. Il n'y a pas d'enregistrement. S'il y avait eu un enregistrement, c'est sûr que les choses auraient été différentes. Donc, le problème est une question de preuve. Nous n'avons pas de doute sur ce qui s'est passé. Les gens n'oseraient pas dire ce qu'ils disent face à quelqu'un d'aussi puissant. Voilà. Vous essayez de faire diversion. Vous savez très bien qu'on a un programme de 40 pages qui est sur notre site, ce qui n'est pas votre cas, que nous avons été présents à toutes les braderies depuis 6 ans, systématiquement. Vous savez très bien que ce n'est pas là le problème. Et vous n'avez pas répondu, par exemple, par rapport à l'argument qu'il y a que des fonctionnaires très proches de vous distribuent des articles en turc qui disent que voter pour moi, c'est voter contre la Turquie. Et ça, je trouve vraiment que ce sont des pratiques scandaleuses. Vous pouvez répondre. On ne peut plus avancer avec des manières de fonctionner comme ça. Je veux dire, voilà le niveau du débat que nous avons à chaque fois que nous devons débattre avec eux. C'est tout le temps, c'est véritablement s'attaquer à l'homme. D'ailleurs, vous savez, tout ça a très mal commencé à cause de vous, madame. Puisque le 21 avril dernier, vous avez lancé une coalition, non pas pour former quelque chose d'autre avec un projet, vous avez appelé ça la coalition anti-Kir. Je vous ai dit à la fin d'un conseil communal, mais madame, pourquoi n'avez-vous pas un projet? C'est quand même assez intéressant de voir que votre projet se base sur un homme. Et vous savez que tout ça a commencé très mal. Pourquoi? Parce que quand vous vous êtes attaqué à une personne, on a compris que ce que vous vouliez lancer comme message, c'est un message
qui s'adresse à des gens qui sont racistes. Parce que les messages que vous portez... Non, mais c'est vraiment scandaleux. Vous avez déjà fait ce petit cinéma une fois. Est-ce que je peux terminer? Traiter les gens de racisme, portez plainte si je suis raciste. Je vais terminer. C'est pas ce que j'ai dit. Ne déformez pas mes propos. Oui, ce que j'ai dit, j'ai été très clair, et je vais l'être encore une fois. Votre campagne anti-Kir est teintée de racisme. Et vous, monsieur Clerx, je le dis ici devant tout le monde, quand vous allez dans les braderies, dire que vous allez débarrasser Saint-Josse du Turc, du Erdogan de Saint-Josse, c'est honteux, monsieur, c'est honteux. Alors venir ici... On vous a entendu, alors les accusations... Venir ici, vous faire passer comme des victimes. Monsieur Kir, s'il vous plaît, les accusations que vous portez sont graves. On va permettre à Zoé Genot et à Geoffroy Clerx de répondre. Bon, ça fait 20 ans que je milite à divers niveaux pour les droits des étrangers. Tout le monde le sait. On m'a plus souvent dit que j'étais, je dirais, trop pro-étranger que le contraire. Donc vos accusations tombent complètement à côté. Mais oui, je comprends que vous ayez peur. Parce qu'en effet, on a dit il y a possibilité de faire autre chose à Saint-Josse. On n'est pas obligé d'avoir un bourgmestre omnipotent qui fait régner sa loi. Et dès avril, nous avons dit nous sommes candidats à faire changer les choses et nous savons que de plus en plus de gens veulent faire changer ces choses. Et parfois les gens me disent je suis obligé de mettre la fiche rouge à la fenêtre, madame, parce que je travaille à la commune. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que le vote est secret et je prendrai mes responsabilités dans l'urne. Geoffroy Clerx. Oui, écoutez... Moi, je me souviens de... Sur l'accusation que vous avez dit que vous alliez débarrasser la commune du... Pas du tout. En 2012, je me suis réjoui de la venue de M. Kir. Vous pouvez voir encore la vidéo. On l'a félicité. Voilà, on l'a félicité. Et c'était un symbole important. Et sur ma liste, j'ai 5 candidatures. J'en aurais eu plus si M. Kir n'avait pas fait pression. Donc, voilà, je trouve que ces mensonges sont assez bas. Et ouais. Alors, M. Jassin, par rapport à ces accusations d'un bourgmestre omnipotent qui ferait régner sa loi, vous qui êtes dans la majorité, vous pensez quoi de ce type de propos ? Moi, je peux témoigner que ce que je vis au jour le jour dans ma fonction d'échevin au niveau de la maison communale de Saint-Josse. Donc, dans le cadre de mes compétences, moi, j'ai eu une liberté totale au niveau des travaux publics, au niveau des relations internationales ou de la coopération, également au niveau de ma compétence tourisme. J'ai pu faire le travail tel que la manière dont je le concevais et je n'ai pas eu de pression par rapport aux projets que je mettais sur la table, bien au contraire. Généralement, ils ont toujours été relayés par le collège et je ne peux que m'en réjouir. D'ailleurs, le résultat de mon bilan en matière de travaux publics le prouve, je crois, très largement que j'ai pu initier énormément de projets. Je n'aurais pas pu le faire si, malheureusement, le collège ne m'aurait pas suivi sur tous les projets que je mettais sur la table. Et donc, parlons coalition. Si d'aventure, il y a une possibilité de remettre ça avec la liste du bourgmestre, vous êtes partant ou vous souhaitez aussi, pourquoi pas, une alternative? Donc moi, je fais campagne pour changer les rapports de force au sein du conseil communal. Très clairement, je le dis dans tous mes prospectus, que ça soit au niveau de mon bilan, au niveau de mon programme, etc. Ce que je veux, c'est qu'il y ait plus d'orange au prochain conseil communal et que si nous sommes au collège, nous puissions peser plus sur les décisions. Mais votre partenaire privilégié, je n'ai pas de partenaire privilégié. Je voudrais d'abord, je sais que c'est compliqué pour vous, journalistes, de concevoir la chose, je voudrais d'abord que les gens puissent s'exprimer et en fonction, je l'ai dit, de la manière dont les gens vont s'exprimer, c'est-à-dire ou bien ils disent on renforce la majorité actuelle, c'est-à-dire que la liste du bourgmestre et le CGDH sortent renforcés de ce suffrage, et bien évidemment on continue, ou bien je l'ai dit, ce n'est pas le cas. Donc si la liste du bourgmestre est affaiblie, vous pourriez aller signer avec les deux autres partenaires. Déforcé, ou la liste du bourgmestre est déforcée. Moi ce que je dis, c'est qu'il faut se mettre d'abord autour de la table et d'abord parler programme. Ça me semble quand même l'essentiel plutôt que de parler des personnes. Ouais. Encore une réaction par rapport à ce qui a été dit ce midi dans l'interview, Monsieur Kir, c'était Thierry Balza qui est invité, qui est conseiller communal sortant. Il parlait à propos de vous. La commune est régie par un véritable système mafieux. La démocratie est morte à Saint-Josse. Votre réaction? Mais quand j'écoute M. Balza ou l'opposition, je devrais être derrière les barreaux. Je devrais être traduit devant la justice. Vous savez, à un moment donné, ce qui est excessif n'est plus raisonnable. C'est insupportable d'être tout le temps diabolisé comme tel. Donc moi, je n'ai pas à répondre à M. Balza. Ok, très bien. Pour l'enjeu de cette coalition, votre volonté, Zoé Genot, c'est rompre la majorité absolue de la liste du bourgmestre et former une coalition alternative?
Mais donc, depuis 1947, le Parti socialiste est au pouvoir. Et on le sait dans tous les régimes, que ce soit rouge ou bleu, quand un pouvoir est depuis trop longtemps, un parti est depuis trop longtemps au pouvoir, à un moment, ça ne va plus. On confond un peu la maison communale avec sa maison et on oublie qu'on est là entièrement au service des citoyens. Et donc, pour nous, c'est clair, le Parti socialiste avait des 70%, 60%, 50%, 44%. Ils ont perdu 6% aux dernières élections. Je pense qu'avec le départ de toute une série de personnalités, comme l'ancien bourgmestre, l'ancienne présidente de CPS, M. Assouzi et d'autres, de plus en plus de gens demandent du changement à Saint-Josse. Et donc, j'espère que les électeurs vont dire, cette fois-ci, on est prêt pour autre chose. Et donc, votre coalition idéale, c'est une coalition écolo, MR, CDH. Tout à fait. Ouais. Monsieur Clercq? Oui, ben, la démocratie a besoin d'alternance et quel que soit le parti, être au pouvoir depuis 65 ans, c'est problématique en démocratie. Donc nous prônons effectivement une alternance et si l'électeur nous le permet, une alliance écolo et MRCDH nous semble la plus... Alors, Monsieur Kir, vous êtes en avance sur le temps de parole, mais c'est normal puisque vous deviez répondre à des attaques. Mais je vous demanderai d'être plus bref maintenant sur vous. Vous voyez deux partenaires contre vous. Vous, l'objectif, c'est de conserver cette majorité absolue? Oui, si on va aux élections, c'est quand même pour gagner. Hein, c'est la moindre on peut des gagner choses. sans avoir de majorité absolue, hein, Monsieur Kir. Alors, nous, on avait déjà la majorité Oui. absolue en 2012, et contrairement à ce qui a été dit par l'opposition, nous avons trouvé un partenaire, et on a élargi la majorité absolue qu'on avait, pour éviter justement ce qu'il dénonce, à savoir un parti unique qui dirige tout. Nous attendrons les élections, parce que vous savez, dans cette affaire, c'est pas quelqu'un qui décide qu'on va faire une coalition contre un homme, c'est quand même la population qui décide d'abord. Alors, je voudrais qu'on parle de gouvernance, puisque ça occupe une part assez importante dans vos programmes respectifs. Zoé Genot, vous parlez de mettre en place des critères objectifs pour l'octroi de subventions, de logements, d'emplois ou de tout avantage accordé par la commune. Ce n'est pas le cas actuellement ? Mais donc pour nous, c'est vraiment un point important, c'est que tous les gens de Saint-Josse soient à égalité. Et à l'heure actuelle, je rencontre pas mal de gens qui me disent « j'envoie des CV à la maison communale, on me dit de les déposer, etc. » Et j'ai jamais de nouvelles. Et puis j'en vois d'autres qui sont engagés, on ne comprend pas. Et donc on a essayé de voir un peu plus clair dans tout ça. On a regardé un petit peu les chiffres précisément pour voir ce qui s'était passé ces dernières années. Il y avait en 2012 455 temps plein dans le budget communal. Il y a maintenant, en 2018, 639 temps plein au budget communal. On a augmenté donc le nombre de fonctionnaires de 40%. Alors on s'est demandé comment ces fonctionnaires avaient été recrutés. Et voilà ici les 416 décisions de recrutement qui ont été faites. J'ai repris par exemple tous les engagements qui ont été faits en 2018 et j'ai essayé de voir quel type de procédure avait été menée. Et j'ai vu l'examen de recrutement. Je me suis dit, il y a eu un examen, donc tout n'est pas fait par copinage, pour engager la famille ou autre. Mais quand on lit plus loin, on dit, vu l'examen de recrutement au grade d'ouvrier auxiliaire qui a été effectué en 2011. Et c'est le seul examen qui existe, c'est un examen de 2011. Quand on regarde tous les autres contrats, on dit juste, concernant la nécessité de renforcer la cellule nettoyage, considérant qu'il est possible d'assurer un service de qualité, voilà, on engage madame donc qui habite aucun critère dans objectif dans les engagements. Et donc, pour nous, c'est problématique. On a eu un problème aussi avec un commerce. On a un très beau commerce, place Saint-Josse, dans lequel il y avait le Capou. Il s'est libéré. Comment est-ce que ça se passe dans une commune comme Molenbeek? On met une grande affiche et on dit, voilà, ce commerce va être libéré, rentrez vos projets pour telle date. Chez nous, aucune annonce. Seuls 3 commerçants étaient au courant. Quand on s'est penché au conseil pour savoir comment attribuer ce commerce, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de règles. Et qui a reçu le commerce? C'est la maman d'une dame qui est sur la liste du bourgmestre. Alors, Monsieur C'est pas une façon de procéder. Monsieur Jassat, c'est aussi votre gestion qu'on met en cause. Puisque vous êtes dans la majorité, alors votre réponse à ces critiques sur la légèreté des engagements qui ne répondraient pas à des critères précis. Alors il y a eu un grand nombre d'engagements et ces engagements se sont faits évidemment en fonction des places vacantes ou des nouvelles fonctions qu'on donnait à un certain nombre de départements. Donc on a rempli évidemment le cadre par l'engagement d'un certain nombre de personnes qui répondaient à un certain nombre de critères. Voilà, ça c'est la réponse que je vous donne à la question que vous me posez. Et donc les engagements ont été objectifs et objectivés. Je dirais plutôt qu'ils ont été objectifs. Oui. Monsieur Clercq.
Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec Madame Genot, hein, donc que ce soit dans les ASBL, les engagements et à tous les étages, c'est le règne du copinage malheureusement. Donc c'est une gestion contre laquelle on s'insurge évidemment. C'est pour ça que nous voudrions changer les choses, offrir une alternative. Et moi aussi j'ai des retours nombreux en rue de gens qui se plaignent de ce mode de fonctionnement opaque. Donc nous sommes là pour la transparence. Il faut être transparent et objectif le plus possible. Monsieur Kir. Commençons par le commerce. Sur le commerce, il y a une interpellation au conseil communal. L'interpellation a fait l'objet d'un traitement par l'administration régionale. Tout est conforme. Donc il faut arrêter de tout le temps jeter le discrédit sur notre administration. Sur l'emploi, vous m'avez interpellé récemment en disant que nous avions engagé 416 personnes. J'ai demandé à mon administration de faire l'étude. Écoutez, ne montrez pas des papiers comme si montrer des papiers de loin allait nous permettre. Venez-en au fait. Venez-en au fait. Ouais. Alors, j'ai demandé à mon administration. Nous avions, quand je suis devenu bourgmestre, 690 équivalents temps plein. Au moment, est-ce que je peux terminer? Je vous laisserai réagir si vous le souhaitez. Oui, mais écoutez, vous me posez plusieurs questions à la fois, j'essaie d'y répondre, laissez-moi quand même développer. Je vous en prie, allez-y. On était à 690 en début de législature, nous avons créé 4 nouvelles crèches, 3 ont déjà été ouvertes, une maison des enfants, créé un nouveau service, le service mobilier urbain, renforcer la propreté. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 744 équivalents temps plein. Les 416 dont vous parlez, ce sont les personnes qui ont été envoyées... C'est sur la manière dont se passent aussi. les engagements, M. Kirt. C'est sur ce point-là qu'on vous met en cause. Je vais y arriver. Sur les 416, ce sont les chiffres en fait des personnes qui ont été suivre le contrôle Arista. Pourquoi? Nous avions remarqué un problème de maladie. Les nouveaux engagés et les gens qui ont été à Arista sont allés, les personnes qui étaient contractuels ou qui étaient statutaires, qui n'allaient pas à Arista, ont été envoyés à Arista. Enfin, pour les chiffres dont vous parlez, je ne sais pas d'où vous allez chercher les chiffres. Nous avons fait 98 annonces via Actiris. Au cours de la législature, nous avons fait 39 messages sur le site de la commune. Quand on engage une directrice de crèche, une puéricultrice, une assistante sociale, un ingénieur, un architecte, arrêtez de tout le temps jeter le discrédit sur cette administration. Cette administration, elle est efficace, puisque dans bien des domaines, la population le reconnaît. Je vais devoir vous arrêter pour passer... On va arrêter sur ce thème-là de la gouvernance, puisque de toute façon, on ne vous mettra pas d'accord, et chacun des téléspectateurs se fera son avis après vous avoir entendu. Je voudrais qu'on passe au dossier propreté maintenant avec cette question citoyenne. Voilà, une question. On subit un certain nombre de problèmes et même des fléaux donc, au niveau des dépôts clandestins. On avait fait même une interpellation au conseil communal concernant les dépôts clandestins, l'insécurité routière, parce que le Saint-Josse est un véritable, presque un égout à voiture où on sent, il y a des gros problèmes de mobilité. On ne sent pas que ça bouge et on ne sent absolument pas de ce qu'on a remarqué aussi, très peu de sanctions. Alors, on évoque le dossier propreté et mobilité et sécurité routière. On commence par la propreté. Monsieur Jassin, dans votre programme, vous prônez une politique de tolérance zéro en matière de propreté. Ça veut dire quoi très concrètement? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour qu'il y ait moins de dépôts clandestins dans la commune? Donc très concrètement, ça veut d'abord dire que la majorité actuelle a fait un très grand travail en matière de propreté. Et donc, il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été faites. Il y a de l'engagement de travailleurs sur le terrain qui ont été faits. Mais ce qu'on constate, c'est que manifestement, la crasse, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, évidemment, pas après que le travailleur de rue ait fait son travail, mais quelques quarts d'heure ou quelques heures après que ce travail ait eu lieu. Et donc, ce que nous disons, c'est que manifestement, les gens ne comprennent pas qu'ils doivent respecter le cadre de vie qu'on leur propose. Donc, ce que nous demandons très concrètement, c'est qu'on bascule de la prévention à la répression. Et donc, nous demandons qu'il y ait des agents constatateurs et que les incivilités soient amendées, tout simplement. C'est vraiment une autre conception de la politique qui a été menée par cette majorité. Pour l'instant, on ne sanctionne pas, il n'y a pas de sanctions. On ne sanctionne pas suffisamment. Et c'est ça. Donc on a beaucoup travaillé dans la prévention, on a fait de grandes campagnes de sensibilisation, mais ce n'est pas manifestement sur le terrain, en rencontrant les gens, en dialoguant avec eux, on sent que ce n'est pas suffisant. Donc il faut basculer du préventif, je dirais, au répressif, de manière à essayer de trouver une commune qui soit plus digne en matière
matière de respect du cadre dans lequel vivent les gens. Alors Geoffroy Clerc, vous parlez aussi de développer le système d'amende administrative et de renforcer drastiquement les équipes de constatation. Ça veut dire que vous, demain, dans la majorité, les PV vont pleuvoir. Mais écoutez, nous voulons remettre au centre le respect des règles, plus largement que juste pour la propreté. Nous voulons lutter contre les incivilités, parce que nous pensons que dans une commune aussi dense, aussi diversifiée que Saint-Josse, le respect d'un minimum de règles par tout le monde favorise l'harmonie, la cohabitation harmonieuse des habitants. C'est de ça dont ils ont besoin. Si votre voisin jette des crasses devant votre porte, s'il fait du bruit jusqu'à 1h du matin, vous n'allez pas l'aimer. Et c'est à ce moment-là que se développent des ressentis, voire de la xénophobie ou pire encore du racisme. Donc nous pensons que remettre les règles au centre et les faire respecter par des sanctions administratives communales, c'est important. Et donc le système d'amende, les amendes doivent être revues à la hausse, il doit y en avoir plus. Les chiffres sont ridicules pour l'instant, donc il faut vraiment... Chiffres ridicules, ça, vous entendez quelques quoi? Dizaines en 2017, quelques centaines en 2016, je pense, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a vraiment de nombreuses incivilités qui ne sont pas sanctionnées. Par exemple, les gens qui roulent comme des fous en mettant... Oui, mais là on parle de propreté pour l'instant. Oui, mais de manière générale. Renforcer drastiquement les équipes de constatation, ça veut dire quoi? Il y en a combien? Et il y en aurait combien si demain vous êtes échevin de la propreté? Pour l'instant, les constatateurs ne sont même pas constatateurs à plein temps. Je pense qu'il y en a 4 si mes informations sont bonnes, mais il faut des équipes qui, toute la journée, tournent pour sanctionner ces infractions. Ce n'est que comme ça qu'on y arrivera. Ça fait 50 ans qu'on fait de la prévention, de l'information, de la sensibilisation. Il faut continuer, bien sûr. Mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Et là, malheureusement, eh bien, comme le dit M. Jassin, il faut sanctionner. C'est le seul moyen. On nettoie de plus en plus, mais il y a un effet pervers, c'est que plus on nettoie, plus certaines personnes jettent des crasses en rue. Et donc, à un moment, le modèle est arrivé à... Alors vous, Zoé Genot, vous citez effectivement le nombre de sanctions qui sont très très faibles. Pour vous, il n'y a même pas une dizaine de sanctions, si j'ai bien lu. Tout à fait. Mais donc, les balayeurs font un superbe travail. Mais malheureusement, on voit qu'il y a encore énormément de gros encombrants qui sont mis sur les trottoirs. On est à plus de 300 tonnes par an. C'est tous les citoyens de Saint-Josse qui doivent payer pour toutes ces tonnes qu'on enlève chaque jour. Et les chiffres de 2016 et de 2017, communiqués par la commune, sont de moins de 10 PV dressés pour encombrants sur les trottoirs. C'est complètement dérisoire, à tel point que des gens croient de bonne foi qu'on a le droit de mettre son canapé sur le trottoir d'à côté. Donc il y a vraiment un problème. Et donc pour nous, il faut permettre aux constatateurs de faire leur travail, leur permettre de dresser des avertissements, il ne faut pas des amendes mirobolantes, mais je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment un signal qui soit envoyé. Non, à Saint-Josse, on ne va plus fonctionner comme ça. Et il y a des choses qui fonctionnent très bien. Quand on voit par exemple Bruxelles-Ville qui met des containers tous les 3 mois dans tous les quartiers pour permettre aux gens il y a moyen de récupérer. À Woluwe-Saint-Lambert, ils ont une action à Woluwe-Saint-Pierre. Notre ECHFIN a eu une excellente action. Ils ont régionalisé la déchetterie, ce qui permet que ça ne nous coûte plus rien. Ils ont fait un contrat avec les petits riens, ce qui a permis de récupérer beaucoup de choses pour pouvoir les réutiliser. Donc il y a moyen de faire beaucoup de choses en matière de propreté et de déchets. Je pense qu'il suffit de s'y mettre. Alors Émir Kir, vous êtes en avance sur le temps de parole, donc je vais vous demander d'être bref. Alors, c'est pas la manière dont travaillent les services, je crois que c'est salué, et par les habitants et par ici vos opposants politiques. C'est plutôt votre politique en matière de sanctions. Alors vous, demain, toujours bourgmestre de Saint-Josse, est-ce que vous allez appliquer ces sanctions? Mais on les applique. Actuellement, on est déjà à plus de 150 PV pour l'année. Les chiffres dont on parle ici, je les réfute totalement. Mais c'est vous qui les avez communiqués au Conseil. Est-ce que je peux... Mais vous parlez de certains types d'infractions. 2017. Mais si vous parlez que des déchets clandestins, oui, voilà, voyez comment vous faites. Si vous parlez des déchets clandestins, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ce type d'incivilité en matière de propriété. En 2017, vous le reconnaissez. Voilà, elle prend sur mon temps de parole. Terminez rapidement. Alors, ce que je voudrais dire, moi, je suis dans une politique progressiste. Information, sensibilisation, aide, accompagnement et puis répression. Ce que nous avons fait, c'est maintenir un parking container gratuit pour justement les meubles, pour les habitants. Mais ma question, Émir Kir, parce que sinon vous allez être trop long, est-ce que demain vous allez plus sanctionner? Nous allons poursuivre la même politique. C'est une politique qui signifie quoi? Nous sommes la seule commune de Belgique à nettoyer les rues 13 heures d'affilée. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi?
On devrait nous suivre peut-être à certains endroits. Mais parce qu'on est 100 000 habitants le lundi jusqu'au vendredi. Il y a les 28 000 habitants, plus tous les gens qui travaillent sur le territoire qui y passent. Écoutez, c'est difficile de répondre à votre question en quelques minutes. Oui, je m'en doute, mais c'est le principe d'un débat où on mesure le temps de parole. C'est essayer de donner de répartir équitablement. Voilà. Donc le niveau de terrorisme avait fait que nos services de police n'étaient pas avec nous. Aujourd'hui, ils sont avec nous. Nous faisons aussi de la répression. Alors, Monsieur Jassin, vous êtes très en retard sur le temps de parole, donc vous pouvez y aller, parce que là, je vais vous demander ce que vous comptez faire en termes de sécurité routière et de mobilité. Vous avez entendu cette personne qui disait qu'à certains moments, les voitures vont beaucoup trop vite sur le territoire de la commune. Vous faites quoi concrètement pour que ça cesse? Alors, qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Il faut savoir que nous avons installé sur le territoire de la commune de Saint-Josse, dans cette mandature-ci, c'est-à-dire 2012-2018, pratiquement 50 casse-vitesses dans les rues. C'est-à-dire autant de casse-vitesses ont été installées que dans les 20 dernières années avant cette majorité. Donc, on a vraiment fait un travail intensif en matière de sécurité. Ça ne s'est pas arrêté évidemment au casse-vitesse. On a également augmenté les oreilles de trottoir. On a fait en sorte que les trottoirs soient plus larges parce qu'il n'y a pas que la vitesse des véhicules, mais il faut aussi sécuriser ce qu'on appelle les gens à mobilité faible, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, etc. Donc il y a un travail de fond qui a été fait. Il n'est peut-être pas suffisant. Ça, c'est autre chose. Il y a 120 rues sur le territoire de la commune de Saint-Josse. Et c'est vrai, parce qu'on est beaucoup sur le terrain pour l'instant, donc du jour, je dirais pratiquement de jour et nuit, et on constate effectivement qu'à certaines heures de la journée, à certaines heures de la soirée, eh bien, il y a des gens encore maintenant qui utilisent les tronçons, les rues de Saint-Josse comme de véritables boulevards. Oui. Alors, et ce n'est pas normal. Donc, une question vraiment, par rapport à ça. La commune limitrophe Scarbeck a mis la zone 30 quasiment sur tout son territoire. Est-ce que Saint-Josse doit aller vers ça, selon vous? Alors, décréter, comme l'a fait la commune de Scarbeck, que le territoire devienne zone 30, en termes d'effet d'annonce, c'est très intéressant. On peut qu'adhérer à ce genre de principe, mais il faut aménager évidemment la commune, il faut évidemment signaler qu'on est en zone 30. Et vous savez, j'étais encore à Scarbeck en promenade avec une ASBL. Dans certaines rues, il n'y a pas les panneaux qui indiquent aux gens qu'on est en zone 30, etc. Donc pas de zone 30 généralisée à Saint-Josse, si je vous ai bien compris. Non, parce que vous savez très bien que certaines artères sont régionales et qu'on oui, mais hormis les grandes artères, dans le reste de la commune. Justement, les grandes artères, vraisemblablement qu'on peut, dans les quartiers résidentiels, les petits quartiers résidentiels, effectivement, qu'on peut basculer en zone 30, il n'y a pas de problème, mais il faut y faire les aménagements nécessaires et il faut surtout que la signalétique y soit présente aussi. Donc il faut faire le travail, mais il faut faire le travail du début à la fin et pas juste un effet d'annonce. Alors, Geoffroy Clerc, vous êtes aussi en retard sur le temps de parole par rapport à ce moyen de lutter contre ces voitures qui roulent beaucoup trop vite sur le territoire de la commune. Qu'est-ce que vous mettriez en place? Il y a évidemment la poursuite de la politique, et je la salue, la politique d'Éric Jassin. L'installation de coussins berlinois, d'oreilles, c'est une bonne chose. Il faut les généraliser, mais à un moment, il faut aussi utiliser les sanctions administratives communales qu'on peut utiliser dans ce cas-là aussi pour justement sévir contre les cow-boys de la route et remettre ce point de sécurité routière en haut de l'agenda de la zone de police. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et donc, c'est un point important. On est la commune la plus dense et la plus jeune de Belgique. Des gens qui roulent comme des fous dans les petites rues, c'est évidemment problématique. Ça met en danger la vie des citoyens. Donc, nous voulons vraiment sévir contre ces gens-là. Ça, c'est une évidence. Alors, au niveau de la zone 30, c'est clair que dans les grands axes, il ne faut pas l'installer, mais les rues de Saint-Josse sont très étroites, très denses, souvent à sens unique. Faire plus que du 30 à l'heure, ça devient très très dangereux, donc je pense qu'on peut la généraliser en mettant évidemment tous les dispositifs et les panneaux nécessaires, mais bien entendu, nous sommes pour. Zoé Genot, vous êtes aussi en avance sur le temps de parole. Donc je vais vous demander d'être bref dans votre réponse sur cette question, zone 30, oui ou non, et les autres moyens à mettre en œuvre. Surtout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'heure actuelle, on est vraiment un égout à voiture. Il y a des gens de Liège, de Leuven qui traversent nos rues tous les jours parce qu'on n'a pas un véritable plan de mobilité. Le quartier nord, par exemple, n'a jamais eu de plan de mobilité. Les voitures utilisent les petites rues
comme des grands axes. On a aussi pas mal de blessés. Ces 6 dernières années, il y a eu 2 morts, 424 blessés déclarés à la police. Donc on le voit, il y a quand même une pression qui se fait. C'est normal, il y a énormément d'enfants qui jouent sur nos trottoirs et donc c'est important de diminuer la vitesse. Donc les casse-vitesse sont une excellente chose. Il ne faut pas que ce soit des petits fragiles qui jouent au puzzle comme malheureusement c'est souvent le cas. Il faut des aménagements qui vraiment ralentissent les gens. Il faut pouvoir sécuriser ceux qui font du cyclisme. Il faut permettre aux personnes âgées de traverser sans devoir attendre des heures, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à faire et c'est important parce qu'on a mesuré la qualité de vie de l'air en 10 points et pour 5 des points, on était au-dessus des normes européennes, ce qui entraîne beaucoup de problèmes, par exemple respiratoires chez les petits. Alors Emir Kirch, je vous demanderai à nouveau d'être bref dans votre réponse sur les solutions en matière de mobilité et de sécurité routière. Je pense que la politique que nous avons menée avec Éric Jassin et l'ensemble du collège est une politique très positive qui donne la priorité à la mobilité douce, élargir la taille des trottoirs, faire en sorte que les piétons soient sécurisés et dans un cadre convivial. Puis à côté de ça, nous n'avons pas opté comme à Schaerbeek pour une approche qui me paraît plutôt idéologique, c'est de dire tout le monde doit aller à 30 à l'heure comme ça, et en mettant des radars qui va chercher de l'argent dans la poche des gens. Nous, ce n'est pas la poche des gens qui nous a intéressés, c'est la sécurité des gens. Et pour atteindre cet objectif, nous avons à chaque fois mis des obstacles matériels. Plusieurs ont été installés. Nous allons poursuivre cette installation parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est pas tellement de dire qu'on va à 30 à l'heure. C'est que les gens, quand ils passent devant des endroits comme les écoles où il y a du monde, les gens ralentissent. Et pour faire ralentir les gens, les radars ne suffisent pas. Je ne suis pas d'accord avec M. Clercq. La sécurité routière est une priorité de la zone de police. Nous avons pris un plan en cette matière. Je vous invite à le lire. Alors, on va parler de l'enseignement maintenant, si vous voulez bien, sauf si vous voulez réagir sur les priorités de la zone de police en matière de sécurité routière. Non, alors on passe à l'enseignement et c'est à vous que je vais donner la parole. Saint-Josse compte plusieurs écoles communales, maternelles et primaires, et puis elle compte une école secondaire, le lycée Guy Cudel, qui a fait parler de lui durant cette législature. Pour certains, c'est un navire en perdition, c'est un peu votre avis Monsieur Clercq, vous dites que le lycée Guy Cudel est dans un état de délabrement avancé. Vous voulez le rénover totalement. Pourquoi? Est-ce que vous grossissez le trait ou est-ce que la situation est si catastrophique que ça? Non, pas du tout. Je ne grossis pas le trait, mais de manière générale, l'enseignement est notre première priorité. Pourquoi? Parce qu'on est la commune la plus jeune de Belgique. On a des milliers de jeunes sur notre commune, donc c'est une richesse. Mais il faut donner un avenir à cette jeunesse. Pour cela, il faut de bonnes écoles. Alors pourquoi le lycée Guy Cudel est-il en perdition? Mais peut-être d'abord sur les écoles primaires. Donc les derniers résultats du CEB l'ont montré. Nos écoles n'ont pas le niveau qu'on pourrait espérer pour donner justement un avenir à ces jeunes. Donc nous voulons investir dans nos écoles massivement, que ce soit dans les bâtiments. Par exemple, la nouvelle école est dans des baraquements provisoires depuis 40 ans. La seconde école néerlandophone, on ne trouve pas, il n'y a pas de volonté politique, on ne trouve pas la place pour la faire. Or, les moyens sont là. Et alors, il y a effectivement le lycée Guy Cudel, qui est notre seule école communale secondaire, qui malheureusement, je suis allé à la distribution des prix au mois de juin. Écoutez, on était dans un préau avec toutes les vitres éclatées, les toilettes, l'évier est arraché, l'état global du lycée, alors que c'est notre seul lycée, n'est pas bon. Il devrait être beaucoup plus en meilleur état, mieux équipé, mieux encadré aussi. Il y a aussi un problème au niveau des professeurs, des absences, des élèves sans cours. Et donc nous voulons, et on peut le faire, mon collègue Geoffrey Lepers de GED l'a fait, sur budget communal, on peut engager des encadrants, des professeurs en plus. Si c'est une vous avez priorité, budgété ce que ça pourrait coûter? Écoutez, à la grosse louche, oui, mais de toute façon, là n'est pas l'important. L'important, c'est de dire la commune est riche, on a des moyens, c'est juste une question de priorité politique. Notre priorité, c'est nos enfants, c'est nos jeunes. C'est ça notre priorité, nous le disons. Ouais. Alors Éric Jassin, quand on entend l'opposition, on a presque envie de dire qu'il faudrait un plan Marshall pour l'enseignement à Saint-Josse. Non, d'abord, ce que je voudrais répondre, c'est qu'il y a deux volets dans la question. Et M. Clercq a répondu au premier volet, qui est celui de la construction, celui du bâti. Alors dire que rien n'a été fait, je peux vous dire que si vous parlez en termes de plan Marshall, là, dans cette législature, c'est bien ça qu'on a mis en place. D'abord, il fallait qu'on ait
une réserve foncière pour pouvoir rénover nos écoles. Le kilomètre carré de Saint-Josse est complètement bâti. Donc si on voulait rénover des maisons, il nous fallait un bâtiment qui puisse nous permettre de faire des opérations tiroirs. Ça a été fait il y a environ 4 ans. On a acheté le site Sacré-Cœur et maintenant on peut faire des opérations tiroirs. Qu'est-ce que nous avons fait dans cette mandature-ci? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Ce sont des éléments factuels. On a rénové 4 classes à l'école d'Elclé. On rénove entièrement l'école Arc-en-Ciel. Entièrement l'école, 1,5 million d'investissement. On a un bureau d'études qui travaille à l'heure actuelle sur l'école Henri Frick, rue Brandt, avec une capacité de 10 classes supplémentaires. Investissement 4,5 millions. On a au lycée Guy Cudel également des rénovations qui vont être faites. Investissement 1,5 million. Je veux dire qu'il n'y a rien n'est fait en matière de bâti, c'est faux. Mais est-ce que je peux répondre également au deuxième volet qui est important pour nous également? Sur les résultats du CEB qui serait décevant à Saint-Josse, par exemple. C'est que nous, ce qu'on veut également, c'est à côté de ces bâtiments qu'on rénove, etc., par exemple l'école Arc-en-Ciel qu'on va inaugurer demain, on y a mis des tableaux intelligents. On veut également y insérer plus de pédagogie active. C'est-à-dire qu'on veut que les élèves soient acteurs de leur apprentissage. C'est très important pour nous. On le fait à l'école Freinet, on le fait dans d'autres communes avec l'enseignement de Crolly, etc. Nous, on a une population qui a des difficultés, vous le savez, très précarisées, mais on veut aussi qu'elles puissent bénéficier d'une pédagogie qui leur permettra de plutôt les tirer vers le haut et qu'ils puissent faire des études universitaires, qu'ils puissent faire des études supérieures, parce que ça, c'est notre réelle volonté, c'est d'avoir une jeunesse qui réussisse. Alors, Zoé Genot, quand vous parlez dans votre programme d'élaborer un plan de sauvetage pour remettre sur pied le lycée Guy Cudel, ça veut dire qu'il est très très loin, il est en train de couler. Quand vous entendez Éric Jassin expliquer effectivement les investissements qui ont eu lieu dans ces écoles, ils ne sont pas suffisants selon vous, ou alors on n'a pas choisi les bonnes priorités? Mais par rapport au lycée, par exemple, regardons, ils avaient reçu une enveloppe discrimination positive pour s'occuper des élèves qui en ont le plus besoin, 300 000 €. On a tellement mal manœuvré, mal travaillé, qu'on a dû rendre 210 000 €. Il y a seulement 90 000 € qui ont pu aller aux enfants qui en ont le plus besoin. Ça témoigne un peu de ce qui se passe. Et on a des équipes pédagogiques extraordinaires qui font un boulot extraordinaire. Quand je vois par exemple la pièce de théâtre qui a été faite Dixit Algorithmie, il y a maintenant une exposition sur la colonisation de qualité. Mais néanmoins, notre école ne va pas bien et du coup a beaucoup de mal, par exemple, aussi à attirer des professeurs. 70% des personnes qui donnent cours à l'heure actuelle ne sont pas des professeurs, mais sont des personnes qui enseignent sans avoir les titres requis. Il faut savoir que dans les écoles de la ville de Bruxelles, on est aux alentours de 5% de professeurs qui n'ont pas les titres requis. Donc il y a vraiment des grosses difficultés. Et quand je discute avec les mamans sur les trottoirs, etc., elles me disent « Ah non, je ne mets pas mon enfant dans les écoles de Saint-Josse parce qu'il y a trop de difficultés ». Les seuls parents qui sont satisfaits, ce sont les parents de l'école néerlandophone. Et c'est pour ça que dès 2012, tous les partis, nous étions d'accord pour dire il faut une nouvelle école néerlandophone pour que les parents puissent s'envoyer dans une école où il y a un mélange enfants néerlandophones, enfants du quartier, et ça se passe bien. Tout le monde était d'accord pour dire il faut créer une nouvelle école néerlandophone. Ça ne s'est pas fait. Alors, Émir Kir, la gestion du lycée Guy Cudel, symptôme de la mauvaise gestion de la majorité Je peux répondre sur le reste aussi? Très rapidement, oui, très rapidement. Mais vous êtes toujours en avance sur le temps de parole. Écoutez, donc, je veux bien passer mon bref. tour. Je veux bien, mais à chaque fois on dit qu'on ne fait rien. Monsieur Jassin, je pense que M. Jassin a déjà expliqué en partie les nombreux investissements qui ont eu lieu dans la commune. Donc, je vous donne la parole, mais soyez bref, s'il vous plaît. J'ai combien de secondes pour parler? 30 secondes. 30 secondes. En 30 secondes, je voudrais simplement dire aux gens de l'opposition, nous sommes fiers d'accueillir les enfants que nous avons. Ne regardons pas leurs origines. Nous avons accueilli beaucoup de réfugiés, beaucoup de gens en difficulté, et nos enseignants et la commune fait le maximum pour les tirer vers le haut. Et je trouve indécent de comparer l'enseignement à Saint-Josse avec celui d'Uccle. Je l'entends fort souvent. Il faut comparer ce qui est comparable. Nous sommes fiers du travail qui est fait chez nous. Ouais. Vous nous reçuissez le tableau, hein, monsieur Clerc. C'est toujours la même rengaine. Hein. Bien sûr, on noircit le tableau. Donc, on ne dit pas que rien n'a été fait, mais on dit qu'il y a des problèmes et qu'il faut les prendre à bras le corps parce que c'est de l'avenir de nos enfants. Hein. Ce n'est pas une question de petites querelles politiques. Non, il faut faire quelque chose pour le lycée Guy Cudel, pour l'école néerlandophone, pour la nouvelle école et de manière générale pour l'enseignement. Si je peux ajouter, je sais que c'est des choses moins intéressantes parce que ce sont des mesures positives pour les enfants et les familles. On a rendu les garderies gratuites. Toutes les gardiennes qui travaillent dans les écoles sont formées. On fait des chèques sport à 250 € pour éviter justement le désœuvrement, les smartphones pour les jeunes.
On a doublé le nombre de places. C'est souligné par la majorité. C'est souligné par l'opposition. C'est souligné par l'opposition. Non, ce n'est pas souligné par l'opposition. Ce n'est pas. J'ai pu lire ça dans certains bilans que c'était souligné par l'opposition. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que si on veut éviter les problèmes, on prépare mieux dès l'enfance. Et nous avons mis des millions dans les crèches, dans les écoles, justement pour que nos enfants soient mieux préparés pour la vie active. Monsieur Clerc, sur la gratuité et sur effectivement... C'est une très bonne mesure qu'on a soutenue, bien entendu. Enfin, voilà, on n'a pas de problème avec ça. On est là pour dire qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quel avenir on peut donner à nos enfants. C'est ça dont il est question ici. Et pas de savoir si on a pris une bonne mesure pour la gratuité des crèches. C'est très bien. On continue, si vous le voulez bien, à parler de la jeunesse avec ce témoignage des responsables d'une association sur la gestion des maisons de jeunes de la commune et en particulier des animateurs. Écoutez-le. Les animateurs de la maison de jeunes, ce sont des surveillants. Ils surveillent les enfants. C'est déjà un rôle important. Mais ils ne font pas de l'animation proprement dite. C'est-à-dire ils cherchent, je pense que quand ils font des activités spécifiques d'animation, ils cherchent des professionnels comme moi ou comme d'autres pour venir assumer. Alors, Monsieur Jassin, les animateurs ne seraient pas vraiment des professionnels, entend-on. Votre réponse par rapport à cela ? Mais ça, c'est le point de vue de la personne que vous avez interrogée. Moi, à titre personnel, je ne suis pas utilisateur de ces maisons de jeunes. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas de retour, en tout cas des familles, qui me disent que l'encadrement de ces enfants n'est pas professionnel. Ouais. Alors, il y a quelque chose que l'opposition ne comprend pas, c'est que vous refusiez de faire reconnaître les maisons de jeunes par la fédération Wallonie-Bruxelles. Votre réponse par rapport à cela ? Alors, moi ou la majorité ? La majorité, d'accord. Oui, Non, mais la manière dont vous posez la question que vous représentez ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile. C'est la manière dont vous avez présenté la chose. Jusqu'à preuve du contraire, vous en faites partie, Monsieur Jassin. De l'accord de collège, c'est une question. Monsieur Jassin, ça ne fait pas partie de l'accord de majorité. Alors pourquoi ? Parce que c'est demandé. Laissez terminer, M. Jassin. Je veux dire, il ne parle pas au nom de la majorité, il parle en son nom, mais si vous posez la question... Non, vous posez la question pour la majorité. Oui, alors si vous permettez, je vous donne d'abord la parole à M. Jassin, et puis je vous la donne immédiatement après, M. Kir. Très clairement, ce point-là ne faisait pas partie de l'accord de majorité. Nous avons 2 maisons de jeunes sur le territoire de la commune de Saint-Josse, et ce qui est clair... Ça, c'est autre chose. C'est qu'il faut investir dans ces 2 maisons de jeunes parce qu'elles ne sont, pour une en tout cas, elle n'est plus, je dirais, aux normes qui puissent permettre un encadrement suffisant des jeunes. Alors, on en a parlé durant cette législature. Malheureusement, on n'a pas trouvé, de nouveau, c'est chaque fois le problème à Saint-Josse, c'est trouver le volume nécessaire pour pouvoir donner une extension valable à ces maisons de jeunes. Donc, quand vous êtes dans 200 mètres carrés, rénover 200 mètres carrés pour une maison de jeunes, c'est peu. Et donc, il faudrait avoir des volumes plus importants. Alors, vous demandez également dans votre programme d'adopter des règles objectives pour l'octroi d'aides et de subventions et d'assurer la transparence des subsides en matière de jeunesse. C'est texto dans votre programme. Je l'ai lu cet après-midi. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce domaine, Monsieur Jassin ? C'est texto dans mon programme, puisque comme je l'ai confectionné, le programme, je le connais. Mais alors, le dernier mot n'est pas correct, puisque je ne parle pas des maisons de jeunes, je ne parle pas de la jeunesse, mais je parle des associations en général. C'est ce que je dis dans mon programme. Et très clairement, oui, je demande que dans la prochaine mandature, l'ensemble des subsides que reçoivent les associations soient sur notre site Internet pour que les gens puissent savoir ce que reçoivent exactement ces associations de la commune. Monsieur Kir, rapidement. Sur quoi vous voulez que je réagisse ? Sur l'octroi, par exemple, de... Mais je ne peux pas réagir sur l'école, sur la maison de jeunes. Vous pouvez réagir sur la maison de jeunes. Je voudrais dire d'abord que... Mais rapidement, vous connaissez le credo. Très bien. D'abord, moi, je pense qu'on fait un excellent travail dans ces maisons de jeunes. 2, nous n'avons jamais reçu de plainte. 3, les réponses que nous apportons par rapport à la jeunesse sont multiples. Nous venons d'inaugurer, il y a 2 semaines, avec le ministre-président Rudy Vervoort, une toute nouvelle maison des enfants dans ce quartier qui a une vocation pour accueillir les enfants du quartier. 4, la mission locale fait un travail considérable d'accompagnement des jeunes vers la formation et l'emploi. Et 5, nous avons soutenu M. Baza pour justement faire des activités aussi avec les jeunes. Et donc, nous essayons d'avoir un éventail d'actions pour répondre aux besoins de la jeunesse. Zoé Genot.
Rapidement aussi. Monsieur Baza a un local sans électricité. Je pense qu'on ne peut pas accueillir les jeunes de manière adéquate dans un local sans électricité. Et si on demande qu'on agrée les maisons de jeunes, ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir un petit cachet sur la maison de jeunes, c'est parce qu'alors on vérifie la qualité, on vérifie qu'il y a des gens formés. Et surtout, on reçoit des subsides pour faire des activités. Oui, mais comme M. Kir dit, on n'a jamais reçu de plainte sur la qualité de ce qui est mené dans ces maisons de jeunes. Ce que vous voyez, c'est que dans votre reportage, vous avez essayé d'interroger les gens. Les gens ont tellement peur à Saint-Josse que personne n'a voulu parler face caméra, mais que les jeunes ont dit ça ne va pas, il y a des problèmes avec les éducateurs, etc. C'est ce que les jeunes disent. C'est ce que les jeunes disent dans le reportage de BX1. Mais je voudrais quand même compléter là-dessus. Je ne salue pas les travailleurs. Il faut donner les moyens aux travailleurs. Ce que nous disent les travailleurs. Sur les jeunes, les parents, arrêtez. Ce que nous disent il faut à un moment donné vous reprendre. Il faut être dans le monde réel. Dépression par-ci, dépression par-là. Monsieur Kir, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, si vous pouvez me laisser parler, le problème ne sont pas les travailleurs. Les travailleurs nous disent, par exemple, on fait des grandes fêtes, il y a énormément d'argent pour donner du pain saucisse aux parents, mais on n'a pas d'argent pour pouvoir faire des activités de qualité avec les jeunes. Et ce sont les travailleurs qui s'en plaignent. Et donc, nous demandons ce que nous voudrions faire. Je vais devoir vous arrêter, donc terminer rapidement. Ce que nous voudrions faire, c'est une politique comme à Molenbeek, où il y a 800 jeunes qui ont voté, qui ont élu un conseil des jeunes, qui a reçu un budget et qui a pu organiser des activités, pièces de théâtre, opérations pour soutenir un orphelinat, des voyages, des cours de langue. Il y a moyen de faire énormément de choses avec notre jeunesse et les jeunes, aussi bien les 12-18 que les 18-25 ont envie de faire plein de choses. Monsieur Clercq. Oui, donc 24% de la population de Saint-Josse a moins de 18 ans. Alors, 2 maisons de jeunes, ça me semble d'abord un peu. Et vous êtes allé filmer dans celle qui est dans le meilleur état. Si vous étiez allé rue Godefroy-de-Bouillon, au Clou, vous auriez vu autre chose, vous auriez ouvert des yeux grands comme ça. Donc il faut en tout cas rénover les maisons de jeunes et en ajouter certainement une francophone et peut-être une néerlandophone. Les budgets sont là. Alors au niveau du personnel, ils font leur possible, mais ils ne vont évidemment jamais oser, parce qu'ils risquent leur place, témoigner face caméra. Mais je peux vous dire que ce que dit M. Kir n'est pas exactement ce que disent les employés. Quand il dit quoi Que tout va bien, qu'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas de retour négatif. Ça n'est vraiment pas du tout le cas. Répondez rapidement, M. Kir. Mais c'est quoi ces manières de faire de la politique? Soyez un peu décents. Si vous avez... Faites-vous les plaintes pour eux, s'ils ne sont pas capables de le faire. Rédigez les demandes, mais arrêtez de jeter et de faire de l'enfumage permanent sur tout ce que l'on fait. Vous êtes occupé à dire que dans ces maisons de jeunes, il y a des gens qui sont maltraités. Mais c'est grave. Mais si, vous êtes occupé à dire que parce qu'il n'y a pas les matériels, parce qu'il n'y a pas les moyens, il faut à un moment donné être raisonnable dans ce que vous êtes occupé à expliquer. Peut-être qu'il manque encore des choses à faire. Nos jeunes ont besoin de bonnes maisons de jeunes. Moi, je vous dis que programme y a un travail de qualité qui y est mené. Et avec Monsieur Jassin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Il reste moins d'1 minute sur la politique de la jeunesse. Non, moi je veux simplement dire que avoir 2 maisons de jeunes, c'est très intéressant, mais il faut quand même savoir, et ça a été dit par M. Clercq, 25% de la population à moins de 25 ans, ça représente 8000 personnes sur le kilomètre carré. 8000 personnes. Je veux quand même que ce chiffre soit entendu par tout le monde. Ça veut dire que même avec des maisons de jeunes de grande capacité, etc., on ne pourrait pas répondre à la demande. Ce qui est important, c'est évidemment de multiplier le travail à travers le maillage associatif que nous avons. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est de démultiplier le travail que nous pouvons faire vers les jeunes à travers ces associations. Mais les 2 maisons de jeunes ne pourront évidemment jamais remplir leurs obligations par rapport aux 8000 jeunes qui sont sur le territoire de la commune de Saint-Josse. Voilà, vous aurez eu le mot de la fin, Monsieur Jassin. Merci Madame d'avoir assisté à ce débat. Merci messieurs. Demain, on sera dans une autre commune. On sera à Forêt et d'ici là, très bonne soirée à tous.